Elle n'est pas morte. Un prisonnier interrompt les funérailles d'une milliardaire pour la sauver. La suite vous laissera sans voix. Le cimetière s'étendait en silence sous des nuages gris, tandis que l'élite californienne se pressait, vêtue de noir, épaule contre épaule. Au centre, suspendu au-dessus de la terre fraîchement retournée, était suspendu un cercueil en platine d'une valeur supérieure à ce que la plupart des gens ont gagné en toute une vie. À l'intérieur reposait Victoria Chen, 42 ans, fondatrice et PDG de Chen Technologies. Sa peau de porcelaine paraissait paisible, presque translucide. Des cotons-tiges lui remplissaient les narines. Sa poitrine était parfaitement immobile. À côté du cercueil se tenait Marcus Chen, le mari de Victoria depuis 15 ans, qui s'essuyait les yeux avec un mouchoir monogrammé. Derrière lui, le docteur Richard Sterling ajustait ses lunettes de créateur, le médecin de famille qui avait signé le certificat de décès 36 heures plus tôt. Le pasteur s'éclaircit la gorge. Cendre aux cendres. Stop. Tout le monde se tourna. Les téléphones se déclenchèrent instinctivement. À l'entrée du cimetière, une silhouette, vêtue de la tenue orange de la prison, émergea. L'homme se déplaçait rapidement malgré ses entraves aux chevilles, ses chaînes raclant le trottoir tandis que 2 agents pénitentiaires se précipitaient à sa poursuite. Il avait environ 35 ans, était latino, avec un numéro gravé au pochoir sur la poitrine, 4847 B. Elle n'est pas morte, dit-il d'une voix qui tranchait avec le chaos. N'osez surtout pas descendre ce cercueil. Marcus s'avança, son chagrin poli se transformant en rage. Sécurité. Enlevez ce fou. Maintenant. Mais le prisonnier se planta au bord de la tombe, essoufflé. Je m'appelle Carlos Reyes. Je travaillais avec l'équipe d'aménagement paysager de la prison aujourd'hui. Il désigna Victoria du doigt. Cette femme est vivante. Des halètements parcoururent la foule. Le docteur Sterling s'avança d'une voix douce comme l'huile. Monsieur, je comprends que le chagrin fasse voir des choses, mais j'ai personnellement examiné Madame Chen. Elle a souffert d'une insuffisance cardiaque catastrophique. Parce que vous lui avez donné quelque chose, interrompit Carlos. Quelque chose qui imite la mort, qui ralentit le cœur jusqu'à presque l'arrêt, qui refroidit le corps. Il croisa le regard de Marcus. Sauf quelqu'un qui sait quoi chercher. Le visage de Marcus devint blanc, puis rouge. Comment osez-vous? Ma femme est partie. Vérifiez son poignet, dit Carlos à la foule. Posez votre main sur sa poitrine. Sentez la chaleur. Elle a été empoisonnée avec un agent paralysant. Probablement de la tétrodotoxine ou un produit synthétique. C'est dans son organisme en ce moment même, ce qui paralyse ses muscles volontaires tout en maintenant son cerveau en vie. Elle nous entend. Elle hurle à l'intérieur de son corps, et vous êtes sur le point de la rendre inconsciente. Une femme au premier rang vacilla. Une autre se couvrit la bouche. Le docteur Sterling força un rire. C'est absurde. Ou une prisonnière apprendrait elle. J'étais ambulancier, l'interrompit Carlos. Avant d'aller en prison. 10 ans aux urgences. J'ai déjà vu exactement ça. Il se tourna vers la foule, désespéré. S'il vous plaît, donnez-lui l'antidote. De l'atropine, peut-être de la néostigmine. Vous avez peut-être 1 heure avant que ces lésions cérébrales ne deviennent permanentes. Marcus se précipita en avant. Ça suffit. Cet homme est un criminel condamné. Je suis un criminel qui a vu quelque chose, cria Carlos en retour. Hier, à la bibliothèque de la prison. Votre médecin était là pour une inspection sanitaire. Son regard se posa sur le docteur Sterling. Vous avez laissé votre mallette ouverte. J'ai vu des papiers. Des commandes de fournitures médicales. Des notes de synthèse de tétrodotoxine. Un planning indiquant Victoria, mardi, enterrement rapide. Le silence devint électrique. Le sourire du docteur Sterling se figea. Les poings de Marcus se serrèrent. Et à cet instant, quelque chose changea dans l'atmosphère de la foule. Une grande femme s'avança du rayon famille, Margaret, la sœur de Victoria. S'il y a une chance. Sa voix se brisa. S'il y a la moindre possibilité que ma sœur soit vivante là-dedans. Il n'y en a pas, rétorqua Marcus. Margaret, ne laissez pas ce criminel manipuler. Mais Margaret s'approcha du cercueil. Sa main trembla lorsqu'elle attrapa le poignet de Victoria. Elle est chaude, murmura Margaret. Puis, plus fort, elle est chaude. Oh mon Dieu, elle est chaude. Le chaos éclata. Les gens se précipitèrent. Marcus attrapa Margaret par le bras. Bien sûr qu'il y a de la chaleur résiduelle, ça ne fait pas 48 heures. Vérifiez ses pupilles, cria Carlos.
Utilisez une lampe de poche. Si elles réagissent, même légèrement, elle est vivante. Quelqu'un sortit la lampe torche d'un téléphone. Margaret retira la paupière de Victoria, les mains tremblantes. La pupille se contracta. À peine. Juste assez. Margaret hurla. Non pas d'horreur, mais d'un espoir si violent qu'il ressemblait à de la douleur. Le masque de Marcus vola en éclats. Non, souffla-t-il. Non, non, non. Il tendit la main vers le couvercle du cercueil, comme pour le fermer, mais 3 hommes l'agrippèrent. Sa voix s'éleva jusqu'à devenir un cri perçant. Elle est morte. Le médecin a dit qu'elle était morte. Le docteur Sterling recula, le visage couleur de l'écaillé. Sa main se porta vers la poche de sa veste. Il a quelque chose, cria Carlos. Ne le laissez pas. Mais le médecin sortit une seringue remplie d'un liquide clair. Restez à distance, dit-il d'une voix haletante de panique. Un agent de sécurité le plaqua au sol. La seringue vola et se brisa sur le marbre. Et lorsque le docteur Sterling toucha le sol, des papiers jaillirent de sa veste. Des documents médicaux. Des relevés bancaires attestant de virements bancaires depuis les comptes offshore de Marcus. Et une petite fiole étiquetée « Synthèse de tétrodotoxine, stable pendant 72 heures ». Les preuves gisaient éparpillées comme des accusations sur la tombe de Victoria. Marcus hurlait maintenant, retenu par 4 personnes. Elle devrait être à moi. Elle a promis qu'elle serait à moi. Margaret s'agenouilla près de sa sœur, les larmes aux yeux. Appelez une ambulance. Que quelqu'un appelle les secours. S'il vous plaît, mon Dieu, s'il vous plaît. Et le doigt de Victoria tressauta. Juste une fois. Juste assez pour que tout le monde le voie. La foule explosa en prières, en cris, en chaos. Mais Carlos ferma les yeux en murmurant « Je l'ai vu cette fois. Je n'ai pas laissé ça se reproduire. » Car 3 ans auparavant, avant la prison, il avait perdu quelqu'un de la même façon. Une patiente dont il était sûr qu'elle était vivante, mais les médecins avaient contredit son avis. Il les avait vus préparer le corps pour l'enterrement. Et avait appris plus tard qu'elle s'était réveillée à la morgue, seule et terrifiée, avant de mourir de froid. Il avait échoué. Il avait passé 3 ans en prison pour agression après avoir frappé le médecin qu'il avait ignoré. Mais pas cette fois. Cette fois, il avait parlé. Cette fois, quelqu'un l'avait écouté. Si vous êtes agrippé à votre siège en ce moment, vous demandant ce qui se passe quand Victoria ouvre les yeux, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Car ce qui suit prouvera que parfois, la vérité se cache dans les endroits les plus inattendus, gardés par les héros les plus improbables. L'ambulance est arrivée en moins de 8 minutes, les sirènes fracassant le silence du cimetière. Les ambulanciers se sont précipités autour du cercueil, leurs mains expertes parcourant le corps de Victoria. « Le pouls est là !» a crié l'un d'eux. 40 battements par minute. Respiration superficielle, peut-être 3 respirations par minute. Pupille réactive mais lente. Il a levé les yeux. C'est induit. Quelqu'un lui a fait ça. Ils ont soulevé Victoria sur un brancard et l'ont chargée dans l'ambulance. Margaret est montée à côté de sa sœur, serrant sa main encore chaude. Alors que le véhicule s'éloignait, la foule est restée figée sous le choc de l'impossible vérité. Marcus était maintenant assis par terre, maintenu par des agents de sécurité. Son costume coûteux était taché d'herbe. Ses cheveux impeccables lui tombaient sur le visage. Le mari en deuil avait disparu. Ce qui restait paraissait sauvage, acculé. « Vous ne comprenez pas », répétait-il sans cesse. « Vous ne comprenez pas ce que c'est. Vivre dans son ombre. Être Monsieur Victoria Chen. » Personne ne répondit. Ils se contentèrent de fixer. Le docteur Sterling était assis à 6 mètres de lui, menotté, ses lunettes de créateur fêlées, du sang coulant de l'endroit où sa tête avait heurté le marbre. La police était arrivée quelques minutes après l'ambulance. Ils rassemblaient maintenant des preuves, emballaient la seringue brisée, photographiaient les papiers éparpillés. Carlos se tenait à l'écart, toujours enchaîné, toujours entouré d'agents pénitentiaires qui ne semblaient plus savoir s'il surveillait un prisonnier ou protégeait un témoin. Une inspectrice s'approcha de lui, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux grisonnants. « Monsieur Reyes, je suis l'inspectrice Sarah Morrison. Vous venez d'empêcher un meurtre. »« Pas encore, » dit Carlos doucement. « Pas si elle ne se réveille pas. Les ambulanciers pensent qu'elle se réveillera. Ils l'emmènent à Mémorial. Ils lui administreront l'antidote. » Elle marqua une pause, l'observant. « Comment le saviez-vous? Vraiment ?» Carlos regarda la tombe ouverte. « J'ai déjà vu ça. Il y a 3 ans. Une patiente est arrivée, on soupçonnait une overdose. Son rythme cardiaque était presque indétectable. Le médecin traitant a annoncé la mort. Heure du décès,
23h47. Sa mâchoire se serra. Mais je savais. Je savais qu'elle était toujours là. Je les ai suppliés d'essayer l'atropine. Ils ont dit que j'étais irrationnel. Que s'est-il passé? Demanda Morrison. Ils l'ont préparée pour la morgue. J'ai essayé de les en empêcher physiquement. Elle a été arrêtée pour agression sur un médecin. Sa voix devint monocorde. Elle s'est réveillée 6 heures plus tard, seule dans un tiroir réfrigéré. Elle est morte d'hypothermie et de choc avant qu'on ne la trouve. L'hôpital s'est calmé. J'ai pris 3 ans. L'expression de l'inspecteur changea. Alors, quand vous avez vu ces papiers dans la mallette de Sterling, j'ai su que j'étais en présence d'un meurtre déguisé en médicament. Carlos la regarda dans les yeux. Et je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. Même si personne ne croyait un condamné. Je devais essayer. Morrison hocha lentement la tête. Puis elle baissa la voix. Marcus Shen fait l'objet d'une enquête financière depuis 8 mois. La SEC soupçonnait un délit d'initié, un possible détournement de fonds de la part de Shen Technologies. Victoria était sur le point de lui bloquer l'accès aux comptes de l'entreprise. Ses avocats ont déposé les documents lundi dernier. Elle jeta un coup d'œil à Marcus, qu'on chargeait maintenant dans une voiture de police. Il risquait de tout perdre en cas de divorce. Mais en tant que veuf, il hériterait de 70% de ses biens, plus une participation majoritaire dans l'entreprise. Et le docteur Sterling? Demanda Carlos. Le colocataire de Marcus à l'université. Également criblé de dettes. Nous avons retrouvé des échanges entre eux remontant à 6 mois. Morrison sortit son téléphone et lui montra des captures d'écran. Ils ont soigneusement planifié tout ça. Sterling a prescrit à Victoria un médicament contre l'anxiété, lui a même administré de petites doses du paralysant pour augmenter sa tolérance. Puis mardi soir, il lui a administré la dose complète lors d'un examen de routine. Il a annoncé le décès à 21h. Une crémation précipitée était prévue pour demain. Carlos serra les poings. Ils allaient brûler les preuves. Avec Victoria. La voix de Morrison était glaciale. Si vous n'aviez pas taillé des haies aujourd'hui, si vous n'aviez pas vu ces papiers hier, si vous n'aviez pas tout risqué pour parler. De l'autre côté du cimetière, les enquêteurs ont tout photographié. Quelqu'un a trouvé le téléphone de Marcus, l'a déverrouillé avec son visage, tandis qu'il hurlait des protestations. Les messages découverts dressaient le portrait d'une conspiration si calculée qu'elle en paraissait obscène. Marcus à Sterling, il y a 3 semaines. Elle rencontre des avocats spécialisés en divorce vendredi. Il faut avancer les choses. Sterling à Marcus, le composé est prêt. Indétectable à l'autopsie standard. Il imite parfaitement un arrêt cardiaque. Mais il faut un enterrement rapide. On ne peut pas risquer une toxicologie détaillée. Marcus à Sterling, et le scénario avec l'ambulancier que vous avez mentionné? Celui qui s'en doutait avant? Marcus à Sterling, il est en prison. Même s'il savait, qui croirait un criminel condamné? L'ironie a consumé l'enquête comme une brûlure acide. Qui croirait un criminel condamné? Tout le monde, comme il s'est avéré, lorsque la vérité était gravée dans des preuves trop évidentes pour être niée. Un fourgon de reportage s'est arrêté devant les portes du cimetière. Puis un autre. Lorsque Morrison a terminé, 3 grandes chaînes de télévision avaient des caméras en marche. L'histoire était déjà virale. En moins d'1 heure, #VictoriaShen était en tête d'affiche dans le monde entier. Mais Carlos n'y prêta aucune attention. Son attention se fixa sur une seule chose. Les sirènes de l'ambulance qui s'éteignaient, emportant VictoriaShen vers la résurrection ou une mort plus intime. Morrison le vit observer. L'hôpital appellera dès qu'il y aura des nouvelles. Vous serez là pour sa déposition. Cette affaire dépend de votre témoignage. Je sais. La voix de Carlos était lourde. C'est ce qui me fait peur. Peur? Vous êtes un héros. Il rit, amer et bref. Je suis un criminel avec un casier judiciaire pour agression, témoignant contre un milliardaire et son médecin. Les avocats de Marcus Shen vont me démolir à la barre. Ils diront que je suis délirant, que j'ai gardé rancune au médecin après ma condamnation. Il regarda ses mains entravées. Et ils n'auront pas tout à fait tort. Morrison s'approcha. Avez-vous vu, oui ou non, ces papiers dans la mallette de Sterling? Moi, oui. Afets vaus reconu, oui o unon, il compose etes effets. Moi, oui. Alors, vaus en etes par v. Vaus etes observateur. Elle sortit une carte et la lui glissa dans la paume. Mon numero direct. Quant ils viendront vaus schercher, et ils viendront,
vaus mapelleres. Compris? Ils ramen erent Carlos dans le forgon correctionnel. Alos que les portes es ere vermeint, elapacut une dernière fois la tombe auverte de Victoria. C'est trou qui aurait to contenir son corps vivant. Le fourgon démarra. À travers la fenêtre grillage, Carlos regarda le cimetière es eretrecia au loin. Il pensa au patient qu'avait il avait abandonné tros ans plus tot, au tirva de la morgue, aux chriske personen entendet. Et il pensa a Victoria Chen, es effrayant ou enchemin au bord de l'enterrement, le cerveau prive de oxygène, les muscles emprisonnes dans une prison chimique. Silvaus ple, reveilles vaus, murmurate il. Silvaus ple, feites en sorte que cela et u en sens. Casi elle ne le faisait pas, si l'antidote echoait, si elle mourait dans cele de hôpital sans u NMOT, les avocats de Marcus auraient le recit prêt. Un prisonnier délirant qui aurait semele chaos lost un enterrement, qui aurait repando des théories du complot qui aurait poussé un innocent à l'effondrement. Carlos ferma les yeux, sentant le mouvement du fourgon, le poits des chiens. Derrière ses paupières, il vit le tirva de la morgue s'ouvrir, vit la femme qui aurait de vivre, vit ses yeux écarquilles de freude et de terreur. Il avait sauvé Victoria Chen de la tombe. Mais la sauve de la suite? Cela exigerait qu'avlse réveille et livre son propre combat. Et il ignorait se lui restait encore un peu de combativité. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et l'espoir désespéré. Victoria Chen gisait immobile sous des draps blancs, des machines respirant pour elle, signalant son existence dans l'air stérile par des bips. Des tubes sortaient de ses bras comme des vignes transparentes. Margaret était assise près du lit, n'étant pas partie depuis 16 heures. Ses vêtements de marque étaient froissés, le mascara avait disparu depuis longtemps. Elle tenait la main de Victoria, lui chuchotant des histoires de leur enfance. Le docteur Patel, toxicologue en chef de l'hôpital, entra avec un presse-papier. L'atropine agit, mais lentement. Le paralysant était sophistiqué, probablement synthétisé sur mesure. Elle vérifia les moniteurs. Ça pourrait prendre des heures. Ça pourrait prendre des jours. On est en terrain inconnu. Ce qu'elle omettait, c'était l'autre possibilité, que Victoria se réveille, incapable de bouger, incapable de parler, prisonnière d'un corps qui n'obéissait plus à ses ordres. Margaret serra plus fort la main de sa sœur, comme si une pression physique pouvait la retenir. À 70 km de là, dans une cellule de la prison du comté, Carlos était assis sur un banc en béton. On l'avait transféré ici en attendant la suite de l'enquête, séparé de la population carcérale pour sa propre sécurité. L'inspecteur Morrison lui rendit visite ce soir-là, apporta du café et un dossier rempli de documents. Marcus Chen a été engagé par un avocat en moins d'1 heure, dit-elle. Davis et Associates. Le cabinet qui a défendu 3 PDG du Fortune 5 Cents l'année dernière. Ils sont déjà en train de construire leur contre-discours. Carlos sirota son café. Il s'y attendait. Morrison ouvrit le dossier. Ils disent que vous êtes en délire, que vous avez des antécédents documentés d'épisodes paranoïaques liés à votre précédente condamnation. Ils ont trouvé les notes d'un psychiatre de la prison datant d'il y a 2 ans, lorsque vous avez fait une dépression nerveuse. Je faisais des cauchemars, dit Carlos doucement, à propos de la femme qui est morte. C'est différent du délire. À un jury? Peut-être pas. Morrison sortit d'autres papiers. Il se demande aussi comment vous avez pu voir le contenu de la mallette de Sterling depuis l'autre bout de la bibliothèque. Ils ont des mesures. La distance était de 10 mètres. Carlos ferma les yeux, se souvenant. Je ne les ai pas lus de l'autre côté de la pièce. Sterling a laissé sa mallette sur une table en allant inspecter l'infirmerie. Je suis passé devant. Les papiers sont restés visibles pendant une dizaine de secondes. Pouvez-vous prouver ce timing? Non. Carlos ouvrit les yeux. Les caméras de sécurité ne couvrent pas cette section. C'est ma parole contre la sienne. Morrison se pencha en avant. Alors il faut que Victoria se réveille et confirme ce qui s'est passé. Sans son témoignage, cette affaire tombe à l'eau. Carlos se leva et arpenta la petite cellule. Son esprit évalua les possibilités, les preuves, l'architecture de la vérité contre le doute raisonnable. La seringue, dit-il soudain. Celle que Sterling avait au cimetière. Qu'y avait-il dedans? Morrison tourna les pages. Chlorure de potassium. Forte dose. Le cœur de Victoria aurait été arrêté instantanément s'il le lui avait injecté. Elle marqua une pause. Mais les avocats de Sterling affirment qu'il l'a pris par erreur dans sa trousse médicale. Il l'a sorti et a menacé les gens.
Il dit qu'il essayait de se défendre contre une foule en colère. La voix de Morrison devint monocorde. Vous voyez comment ça marche? Ils ont une explication à tout. Carlos se rassit, sentant le poids de la situation. Il y a autre chose, dit Morrison, le ton changeant. Nous avons enquêté sur les affaires de Victoria. Chaîne Technologies était sur le point de rendre publiques les preuves d'une faille de sécurité massive. Quelqu'un avait vendu des données clients cryptées à des acheteurs étrangers. L'enquête a mis en évidence un vol interne. Carlos leva brusquement les yeux. Marcus. L'équipe de Victoria le soupçonnait, mais n'a pas pu le prouver. Elle avait engagé des experts comptables judiciaires et s'apprêtait à présenter ses conclusions au conseil d'administration. Morrison sortit les états financiers. Si cette information était rendue publique, Marcus ne perdrait pas seulement l'entreprise. Il serait poursuivi au niveau fédéral. 20 ans au minimum. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Pas seulement par cupidité, mais aussi pour survivre. Marcus n'avait pas tué uniquement pour un héritage. Il avait tué pour enterrer des preuves, pour empêcher une enquête. L'équipe juridique de Victoria est-elle au courant? Demanda Carlos. Elles le sont maintenant. J'ai contacté le directeur juridique de son entreprise ce matin. Morrison regarda sa montre. Il dépose des requêtes d'urgence pour geler tous les actifs de Marcus et bloquer tout accès au système de l'entreprise. À moins que Victoria ne se réveille et ne modifie son testament. Exactement. Morrison le regarda dans les yeux. C'est pourquoi les avocats de Marcus vont se battre comme des fous pour qu'elle reste déclarée légalement morte ou mentalement incapable. Si elle se réveille mais ne peut pas communiquer clairement, ils argueront qu'elle souffre de lésions cérébrales, incapable de prendre des décisions juridiques. Ils feront pression pour que Marcus soit nommé son tuteur médical. L'horreur s'abattit sur Carlos comme de l'eau glacée. Victoria pouvait survivre à la paralysie, se réveiller dans son corps et rester prisonnière de Marcus. On ne peut pas laisser ça arriver, dit-il. Nous. Morrison haussa un sourcil. Vous êtes une prisonnière en attente de jugement pour d'anciennes accusations, maintenant témoin dans une nouvelle affaire. Que pensez-vous pouvoir faire exactement? Carlos resta silencieux un long moment. Puis, je dois parler à la sœur de Victoria, Margaret. Elle doit savoir ce qui va se passer. Morrison l'observa. C'est contraire au protocole. Alors l'affaire est déjà perdue. Carlos se releva. Les avocats de Marcus jouent aux échecs. Nous, aux dames. Ils ont 3 coups d'avance. Pendant ce temps, nous attendons que Victoria se réveille et espérons que la vérité suffira. Sa voix s'éleva. Ce ne sera pas possible. Pas sans préparation. L'inspectrice resta silencieuse un long moment. Puis elle sortit son téléphone, tapa quelque chose et montra l'écran à Carlos. C'était une conversation par SMS avec Margaret Chen. Morrison, le prisonnier qui a sauvé votre sœur veut vous aider à préparer ce qui va arriver. Techniquement, je ne peux pas autoriser les contacts. Officieusement, je peux être nul pendant 20 minutes. Réponse de Margaret. Quand? Morrison regarda Carlos. Demain matin. Je l'amène ici. Vous aurez une conversation. Faites en sorte que ça compte. Le lendemain matin arriva de bonne heure. Morrison emmena Margaret dans la salle d'interrogatoire de la cellule de détention. Elle avait l'air plus mal en point qu'avant, l'épuisement se lisant sur son visage. Mais son regard exprimait une certaine férocité. « Vous avez sauvé ma sœur, » dit-elle aussitôt. « Peu m'importe ce que les gens disent. Vous l'avez sauvée. » Carlos hocha la tête. « Maintenant, nous devons la protéger de la suite. » Il lui exposa tout. Les stratégies juridiques que Marcus utiliserait, les moyens d'attaquer les compétences de Victoria, les mesures d'urgence nécessaires pour sécuriser son entreprise et ses biens. Margaret écouta, son expression se durcissant à chaque révélation. Lorsque Carlos eut terminé, elle sortit son téléphone. L'avocat général de Victoria est James Park. Ancien procureur fédéral, brillant, totalement fidèle à ma sœur. Elle commença à écrire. Je vous mets en contact par l'intermédiaire de l'inspecteur Morrison. Il a besoin d'entendre tout ce que vous venez de me dire. Je suis prisonnier, dit Carlos. Mon témoignage est solide, interrompit Margaret. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez rien à gagner et tout à perdre. Vous ne courez pas après l'argent. Vous avez risqué votre vie pour sauver un inconnu. Sa voix se brisa. Ça veut dire quelque chose. Au cours des 3 jours suivants, tandis que Victoria restait silencieuse dans son lit d'hôpital, une bataille d'un autre genre s'engagea. James Park déposa des requêtes plus vite que l'équipe de Marcus ne pouvait les contrer.
Margaret fut placée sous tutelle d'urgence. Les actifs de la société furent gelés. Les membres du conseil d'administration, qui avaient été amicaux avec Marcus, se retrouvèrent soudain sous surveillance. La tempête médiatique s'intensifia. Toutes les chaînes de télévision diffusèrent l'histoire. Un prisonnier sauve un milliardaire, devint le récit qui résonna avec ce que les gens voulaient croire. Le 4e jour, le doigt de Victoria bougea. Pas un tressaillement, mais un mouvement délibéré. Puis son orteil. Puis ses lèvres, formant des mots muets. Le docteur Patel appela Margaret immédiatement. Elle revient. Lentement, mais sûrement. Son cerveau se reconnecte à son corps. On pourrait parler d'ici 48 heures. Margaret pleura, appela Morrison, qui appela Carlos avec une nouvelle qui fit l'effet d'une lumière dans sa cellule obscure. Elle se réveille, dit Morrison. Et quand elle se réveille, tout change. Carlos ferma les yeux, sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Mais cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans sa cellule, il entendit des pas. Plusieurs pas. Des gardes apparurent à sa porte, le visage sombre. « Reyes, vous êtes transféré. » « Oh !» Ils ne répondirent pas. Ils le menottèrent simplement et le conduisirent à travers les couloirs. Dehors, un fourgon cellulaire l'attendait. Alors qu'il le chargeait à l'intérieur, Carlos aperçut une berline noire garée de l'autre côté de la rue. À travers ses vitres teintées, il distingua la silhouette d'un homme qui l'observait. Les portes du fourgon claquèrent. Et tandis qu'il s'éloignait, Carlos sentit les pièces du puzzle se déplacer à nouveau, sentit le jeu basculer vers quelque chose de plus sombre. Les avocats de Marcus ne se contentaient pas de construire une défense. Ils éliminaient les obstacles. Et le prisonnier qui en avait trop vu, qui avait parlé trop fort. Il était un obstacle. Le fourgon s'enfonça dans l'obscurité, emportant Carlos vers une destination inconnue, tandis que derrière lui, dans un lit d'hôpital, les yeux de Victoria Chen s'ouvrirent enfin, cherchant la lumière dans un monde qui avait tenté de l'enterrer vivante. Le fourgon roula 30 minutes avant de s'arrêter devant un établissement que Carlos ne reconnut pas. Les gardes le sortirent brutalement, le conduisirent à travers des portes de sécurité, le long de couloirs peints en beige institutionnel. Ils le jetèrent dans une cellule. À l'isolement. La porte claqua avec une irrévocabilité qui résonna jusqu'à lui. Carlos comprit immédiatement. Ce n'était pas un transfert. C'était de l'isolement. Ils l'enterreraient comme ils avaient tenté d'enterrer Victoria, le soustrayant au récit avant même qu'il puisse témoigner. Ce que Marcus ignorait, c'est que l'inspecteur Morrison avait vu la berline noire, avait vérifié les plaques, avait passé des appels. Et ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Victoria Chen avait ouvert les yeux. Cela s'était produit à 3h47 du matin, 4 heures après le transfert de Carlos. Margaret somnolait dans le fauteuil d'à côté du lit de Victoria lorsqu'elle entendit un bruit. Un murmure. Margaret. Les yeux de Margaret s'ouvrirent brusquement. Elle se précipita en avant, serrant la main de sa sœur. Victoria? Oh mon Dieu, Victoria, tu m'entends? Les yeux de Victoria étaient ouverts, vagues mais présents. Ses lèvres remuaient lentement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été empoisonné. Marcus a essayé de te tuer. Les larmes de Margaret coulaient abondamment. Mais tu es vivante. Tu es vivante. Le docteur Patel apparut quelques secondes plus tard. Elle vérifia les constantes de Victoria, ses pupilles, ses réactions. Madame Chen, savez-vous où vous êtes? Le regard de Victoria s'éclaircit lentement. Hôpital. Le mot devint plus clair. Je me souviens de quelque chose de froid. Dans mon bras. Le visage de Richard. Puis, plus rien. L'obscurité. Sa respiration s'accéléra. Étais-je dans le cercueil? Oui, dit Margaret, car mentir aurait été pire. Ils allaient vous enterrer. Mais quelqu'un les a arrêtés. Un prisonnier nommé Carlos Reyes. Il a vu que vous étiez en vie. La main de Victoria se serra sur celle de Margaret avec une force surprenante. Où est-il? Détenu comme témoin. Il vous a sauvé, Victoria. Il a tout risqué. Les yeux de Victoria se fermèrent, non pas de faiblesse. De rage. Lorsqu'ils se rouvrirent, une flamme féroce les brûla. Allez chercher James Park, dit-elle d'une voix de plus en plus forte. Appelez-le immédiatement. Et appelez tous les membres du conseil d'administration. Marcus ne peut pas s'en tirer comme ça. En moins d'une heure, la chambre d'hôpital de Victoria se transforma en salle de crise. James Park arriva avec 2 associés et un ordinateur portable. Les membres du conseil d'administration se joignirent à moi par visioconférence sécurisée, le visage choqué.
Marcus Chen a tenté de me tuer, dit Victoria sans préambule. Le docteur Richard Sterling m'a administré un composé paralysant conçu pour simuler la mort. Il prévoyait de m'enterrer et de s'emparer de mon entreprise. Je veux des poursuites pénales. Je veux la saisie des biens. Et je veux que les complices de Marcus au sein de Chen Technologies soient identifiés et expulsés. Les membres du conseil restèrent assis dans un silence stupéfait. Puis les questions fusèrent. Victoria coupa court. Je me fiche de l'image. Je me soucie de la justice. Quelqu'un a essayé de m'enterrer conscient. Cet homme ira en prison pour le restant de ses jours. James Park se pencha en avant. Victoria, il y a autre chose. Le prisonnier qui vous a sauvé, Carlos Reyes, a été transféré dans un établissement secret il y a 4 heures. Quelqu'un d'influent le maintient à l'isolement. L'expression de Victoria devint froide. Marcus essaie de le réduire au silence. Très probablement. Sans le témoignage de Carlos sur la découverte des documents dans la mallette de Sterling, l'accusation s'affaiblit. Alors on retrouve Carlos, dit Victoria d'un ton neutre. Quoi qu'il en coûte. Il a parlé quand personne d'autre ne voulait le faire. Je ne le laisserai pas croupir dans un trou parce qu'il a gêné la défense de mon mari. Margaret sortit son téléphone. L'inspectrice Morrison essaie de le retrouver. Elle a dit que le transfert était irrégulier. Victoria serra les dents. Passez-moi le numéro de Morrison. Tout de suite. L'appel fut établi en quelques minutes. La voix de Morrison résonna dans le haut-parleur. Madame Chen, je suis contente que vous soyez réveillée. Nous avons un problème. Je sais. Carlos Reyes a disparu dans le système. Trouvez-le. J'essaie. Mais j'ai besoin d'un moyen de pression. Morrison marqua une pause. Il y a autre chose. Nous avons intercepté les communications entre l'équipe juridique de Marcus et l'établissement. Il prévoit de prétendre que Carlos est mentalement instable, qu'il a besoin d'une évaluation psychiatrique et de médicaments. Ils vont le droguer jusqu'à l'incompétence avant le procès. Le silence se fit dans la pièce. Les mains de Victoria agrippèrent les barrières du lit. « Sur mon cadavre », dit-elle doucement. « C'est exactement ce qu'ils ont déjà essayé. » James Park commença à taper rapidement. « Je peux déposer des requêtes d'urgence, un habeas corpus, exiger la comparution immédiate du témoin. Mais cela prendra du temps, peut-être des jours. On n'a pas de jours. » Victoria regarda Margaret. « Appelez tous vos contacts médias. Tous les journalistes qui ont couvert les funérailles. Dites-leur que Carlos Reyes a disparu, que le témoin principal de ma tentative de meurtre est réduit au silence. Faites-en une histoire qu'ils ne pourront pas ignorer. » Margaret hocha la tête, déjà en train de composer le numéro. Victoria se tourna vers la visioconférence. « Et je veux une conférence de presse. Demain matin. Je rends tout public. Marcus voulait enterrer la vérité avec mon corps. Au lieu de cela, je vais la diffuser au monde entier. » Les 12 heures qui suivirent passèrent à une vitesse fulgurante. Les appels de Margaret aux journalistes déclenchèrent une frénésie médiatique. À l'aube, toutes les grandes chaînes diffusaient des articles. Un témoin vedette porté disparu dans un complot pour le meurtre d'un milliardaire. Les réseaux sociaux explosèrent. #Find Carlos Reyes devint une tendance mondiale. La pression publique fut immédiate et écrasante. En moins de 6 heures, le mystérieux établissement fut identifié par des enquêteurs en ligne. Le centre psychiatrique du comté de Sacramento. L'inspecteur Morrison se présenta à l'établissement avec un mandat fédéral, 2 agents du FBI et une équipe de tournage qui, on ne sait comment, avaient appris l'emplacement au bon moment. Ils trouvèrent Carlos dans une pièce vide, attaché à un lit, une perfusion dans le bras. Il était conscient mais dans le brouillard, luttant contre les médicaments. Carlos Reyes. Morrison dit en montrant son badge. « Vous êtes remis en détention fédérale. Maintenant. » Les agents du FBI retiraient déjà les entraves et retiraient la perfusion. Carlos cligna lentement des yeux, essayant de se concentrer. « Inspecteur. » Sa voix était pâteuse. « Qu'est-ce qu'ils m'ont donné ? » « Quelque chose pour vous faire taire. » Ça n'a pas marché. Morrison l'aida à se redresser. « Victoria Chen est vivante et réveillée. Et elle vous cherche. » Le regard de Carlos s'éclaircit légèrement. Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée en colère. Et elle est sur le point de mettre le feu à Marcus. Mais elle a besoin de vous pour le voir. Ils installèrent Carlos dans un fauteuil roulant, le firent rouler devant des caméras qui capturèrent tout, les entraves, les marques de la perfusion, son état de désorientation. L'image était dévastatrice. La défense de Marcus tenta immédiatement de limiter les dégâts,
mais les images vidéo racontèrent une autre histoire. Et lorsque ces images sont devenues virales, l'opinion publique s'est solidifiée en quelque chose que l'argent de Marcus Shen ne pouvait racheter. La conférence de presse a eu lieu à 10 heures le lendemain matin. Victoria était assise dans un fauteuil roulant, encore faible mais présente, Margaret d'un côté et James Park de l'autre. Carlos était assis à proximité, presque remis des médicaments. La salle de conférence de l'hôpital était bondée. Tous les médias, tous les journalistes. Des caméras partout. Victoria a parlé sans note. Il y a 6 jours, mon mari Marcus Shen et mon médecin Richard Sterling m'ont empoisonné avec un composé paralysant conçu pour me faire passer pour morte. Leur objectif était simple, m'enterrer avant que quiconque ne puisse découvrir la vérité, s'emparer de mon entreprise et de mes biens, et effacer les preuves de la fraude massive commise par Marcus. Elle marqua une pause. Ils ont failli y parvenir. J'étais dans mon cercueil, quelques minutes avant d'être enterré, lorsque Carlos Reyes, un détenu travaillant dans un cimetière, a reconnu les signes d'un empoisonnement paralysant. Il a empêché mon enterrement. Il m'a sauvé la vie. Et pour cet acte de courage, l'équipe juridique de Marcus l'a fait transférer dans un établissement psychiatrique, le faire soigner contre son gré et le soustraire à l'enquête. Des murmures ont parcouru la salle. Les caméras ont zoomé sur Carlos. Victoria a poursuivi. Je suis ici aujourd'hui pour dire plusieurs choses. Premièrement, je porte plainte contre Marcus Shen et Richard Sterling pour tentative de meurtre, complot, fraude et subornation de témoins. Deuxièmement, je finance personnellement la défense juridique de Carlos Reyes et je m'efforce de faire réviser sa condamnation antérieure. Troisièmement, j'offre une récompense d'1 million de dollars pour toute information permettant d'identifier toute autre personne impliquée dans ce complot. La salle a fusé de questions. Victoria a levé la main pour demander le silence. Quatrièmement, et le plus important, je veux que tous ceux qui nous regardent comprennent quelque chose. La vérité a survécu parce qu'un impuissant a choisi de la dire. Carlos avait tout à perdre et rien à gagner. Il a quand même parlé. Ce n'est pas de l'héroïsme. C'est ça l'humanité. Et si nous vivons dans un monde où ce genre d'humanité est assez rare pour être remarquable, alors nous devons réparer le monde et non louer l'exception. Elle regarda Carlos droit dans les yeux. Merci de m'avoir vu quand j'étais invisible. Merci d'avoir parlé quand le silence aurait été plus sûr. Je te dois la vie, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que ton courage ne soit pas gaspillé. Carlos la regarda dans les yeux, hocha la tête. La conférence de presse prit fin, mais le préjudice pour Marcus était total. En quelques heures, d'autres témoins se présentèrent. Des employés de Shen Technologies qui soupçonnaient une fraude. Des entreprises de fournitures médicales qui avaient exécuté des commandes suspectes. Même l'avocat de Marcus divulgua des informations pour prendre ses distances. Le procès était prévu 3 mois plus tard. Mais tout le monde savait que le verdict était déjà écrit. Lorsque le procès commença enfin, il ne dura que 6 jours. Les preuves étaient accablantes. Le jury a délibéré pendant 2 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Marcus n'a manifesté aucune émotion à la lecture du verdict. Mais lorsque le juge l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, quelque chose s'est brisé sur son visage. Non pas des remords, mais la reconnaissance définitive qu'il avait tout perdu en essayant de tout prendre. Carlos a témoigné pendant 4 heures, calme et détaillé. Les avocats de Marcus ont tenté de le secouer, ont remis en question son état mental, ses antécédents judiciaires, ses motivations. Mais Carlos n'a pas cédé. Il a simplement dit la vérité, et cette vérité était étayée par des preuves matérielles. Une fois le procès terminé, alors que Marcus était emmené enchaîné, Victoria a retrouvé Carlos dans le couloir du tribunal. « C'est fait », a-t-elle dit simplement. Carlos a hoché la tête. La justice. La vraie justice. Je n'étais pas sûr de la voir un jour. C'est grâce à vous. Victoria lui a remis une enveloppe. Votre précédente condamnation est en cours d'examen par le procureur général de l'État. L'affaire contre vous reposait sur le témoignage d'un médecin affirmant que vous étiez irrationnel. Ce médecin a depuis été sanctionné pour 3 autres incidents. La condamnation sera probablement annulée. Carlos ouvrit l'enveloppe et vit des documents juridiques qui signifiaient sa libération, sa rédemption. Ses mains tremblaient. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous accepterez l'offre d'emploi. Victoria sourit. Shen Technologies recherche un directeur de la gestion des crises et de l'éthique médicale. Quelqu'un qui sache voir ce que les autres ne voient pas. Quelqu'un qui dise la vérité, quel qu'en soit le prix. Le poste est rémunéré 200 000 $ par an, plus les avantages sociaux. Carlos la fixa du regard. Je suis un criminel condamné, titulaire d'un baccalauréat et d'un certificat d'ambulancier.
Vous êtes l'homme qui m'a sauvé la vie. Tout le reste n'est que détail. Victoria lui tendit la main. Qu'en dites-vous? Carlos regarda cette main, celle de la femme qui était morte et qui lui offrait maintenant la résurrection. Il pensa au patient qu'il avait abandonné 3 ans auparavant, au tiroir de la morgue, à toutes ces voix qui restent inaudibles. Il lui serra la main. Je dis oui. 2 années passèrent comme des saisons qui changent, transformant des paysages qui semblaient immuables. Carlos Reyes se tenait dans son bureau, au 18e étage de Chaîne Technologies, admirant la ville. La vue était différente d'ici. Il pouvait apercevoir le pont où il dormait, une ombre de béton au loin qui lui rappelait chaque jour la ténue de la frontière entre la visibilité et l'invisibilité. Sa condamnation avait été annulée au bout de 9 mois. L'État avait présenté des excuses officielles et versé des dommages et intérêts. Mais Carlos savait la vérité. Sans les ressources de Victoria, sans sa détermination, il serait toujours en prison, sa voix rejetée, son savoir gaspillé. Le service de gestion de crise qu'il avait créé comptait 12 personnes. D'anciens ambulanciers, des infirmiers, des travailleurs sociaux, des gens qui savaient voir ce que les autres ignoraient. Ils avaient évité 3 décès potentiels au travail rien que l'année dernière. Carlos les avait tous inculqué un principe fondamental, croire celui que personne d'autre ne croit. Écouter la voix que tout le monde ignore. Parce que parfois, la vérité se cache là où on ne l'attend pas. Son téléphone vibra. Un SMS de Victoria, conseil d'administration dans 10 minutes. Vous présentez le nouveau protocole d'éthique. Carlos sourit légèrement, s'habituant encore à cette version de sa vie. Il attrapa sa tablette et se dirigea vers la salle de conférence. Victoria était déjà là, ne ressemblant en rien à la femme qui avait été amenée en fauteuil roulant à une conférence de presse 2 ans plus tôt. Elle avait vendu 2 divisions de Chaîne Technologies, rationalisé les opérations et recentré l'entreprise sur des pratiques de sécurité éthique. L'action avait initialement chuté, puis s'était envolée lorsque les clients avaient compris qu'ils avaient affaire à un PDG qui privilégiait l'intégrité aux marges bénéficiaires. Elle avait également témoigné devant le Congrès sur la fraude en entreprise, milité pour la réforme de la justice pénale et financé 3 associations à but non lucratif spécialisées dans les cas d'erreurs judiciaires. La femme qui avait failli être enterrée vivante avait décidé de consacrer sa résurrection à sortir les autres de leur propre tombe. Prêt? Demanda-t-elle à Carlos, tandis que les autres membres du conseil entraient. Toujours. La présentation se déroula bien. Carlos exposa de nouveaux protocoles pour le lancement d'alertes internes, la protection des employés signalant des problèmes d'éthique, des processus d'examen obligatoires qui ne pouvaient être contournés par la pression de la direction. Le conseil approuva le tout à l'unanimité. Plus tard, Victoria prit Carlos à part. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Marcus a déposé une demande de révision de sa libération conditionnelle. Carlos sentit sa mâchoire se serrer. Après 2 ans. Ses avocats ont trouvé un vice de forme. La requête sera probablement rejetée, mais il y aura une audience. Toi et moi devrons témoigner. L'expression de Victoria était indéchiffrable. Qu'en penses-tu? Carlos réfléchit sérieusement à la question. Il y a 2 ans, l'idée de devoir à nouveau affronter Marcus l'aurait rempli de rage. Maintenant, j'ai envie qu'il voie ce qu'il n'a pas réussi à détruire. Je veux qu'il nous voie tous les 2 prospérer. C'est peut-être mesquin. C'est peut-être humain. Victoria sourit. Je serai là avec toi. L'audience de libération conditionnelle eut lieu 6 semaines plus tard dans une cellule grise de l'établissement. Marcus paraissait plus petit que dans les souvenirs de Carlos. Son costume coûteux ayant été remplacé par un pantalon kaki de prison, son arrogance érodée par 2 ans de responsabilité. Lorsque Marcus témoigna, sa voix était basse, posée. J'ai commis de terribles erreurs. J'étais rongé par la jalousie et la cupidité. J'ai eu 2 ans pour réfléchir à ce que j'ai fait, pour comprendre le mal que j'ai causé. Je ne demande pas pardon. Je demande simplement la chance de prouver que j'ai changé. Son avocat présenta des lettres de conseiller pénitentiaire, des certificats d'études, des preuves de bonne conduite. C'était une prestation convaincante. Puis Victoria témoigna. Elle parla calmement de la paralysie qui s'installait, de l'obscurité, de son réveil dans un cercueil, la dernière pensée consciente étant que son mari Y avait déposé. Des mois de kinésithérapie, des cauchemars qui survenaient encore parfois, de la violation fondamentale de la confiance. Marcus n'a pas seulement essayé de me tuer, dit-elle. Il a essayé de m'effacer, de prendre ma compagnie, ma voix, mon existence même, et de les remplacer par son histoire. Ce n'est pas un crime passionnel ni un moment de faiblesse. C'est un effacement calculé. Et 2 ans de cours de prison ne démentiront pas ce calcul. Lors de son témoignage, Carlos resta simple.
J'ai passé 2 ans à contribuer à la construction de systèmes qui protègent les gens de ce que Marcus a fait. Des systèmes qui écoutent des voix qui, autrement, seraient peut-être ignorées. Chaque jour, je constate les répercussions de ce qui se produit lorsque le pouvoir tente de taire la vérité. Il regarda Marcus droit dans les yeux. Tu m'as appris quelque chose d'important. Tu m'as appris que le prix du silence est toujours plus élevé que celui de la parole. Je garderai cette leçon pour moi toute ma vie. J'espère que tu garderas la tienne pour toi encore longtemps. La commission des libérations conditionnelles délibéra pendant 30 minutes. Refusé. Marcus purgerait l'intégralité de sa peine, avec un nouveau réexamen possible dans 5 ans. En quittant l'audience, Victoria et Carlos traversèrent le parking de la prison en silence. Finalement, Victoria prit la parole. « Tu crois qu'on peut vraiment changer ?» Carlos réfléchit à la question. « Je pense qu'on peut changer de situation et appeler ça du développement personnel. Marcus se comporte mieux parce que la prison ne lui laisse pas le choix. Mais un changement fondamental, cela implique de vraiment affronter ce qu'on a fait, pas seulement de regretter de s'être fait prendre. » Il marqua une pause. « J'ai changé parce que j'ai dû me rendre compte du coût de mon silence pour quelqu'un d'autre. Tant que Marcus ne le fera pas, vraiment, il ne fera que de la réhabilitation. » Victoria hocha la tête. « C'est ce que je pensais aussi. J'avais juste besoin d'entendre quelqu'un d'autre le dire. » Ils retournèrent ensemble en ville, discutant de projets à venir, de nouvelles initiatives, de choses banales qui leur semblaient extraordinaires parce qu'ils étaient encore en vie pour en discuter. 3 mois plus tard, Carlos rencontra quelqu'un. Elle s'appelait le docteur Sarah Lynn, une urgentiste qui comprenait le poids des décisions de vie ou de mort, qui lisait dans le regard de Carlos l'épuisement particulier de quelqu'un qui en avait trop vu trop jeune. Ils se donnèrent des rendez-vous prudents, échangèrent des anecdotes prudentes, construisirent quelque chose de prudent qui devint peu à peu solide. Victoria assista à leur mariage 1 an plus tard, portant un toast qui fit rire tout le monde et pleurer plusieurs personnes. « Carlos m'a sauvé la vie », dit-elle en levant son verre. « Mais plus que ça, il m'a redonné foi en l'autre. Il a prouvé que le courage ne consiste pas à n'avoir rien à perdre. Il s'agit de risquer le peu que l'on a parce que quelqu'un d'autre en a plus besoin. Sarah, tu épouses un véritable héros. » Il le niera constamment. Ne le laisse pas faire. Carlos le nia effectivement, dans son bref discours qui suivit. « Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste quelqu'un qui a vu quelque chose d'anormal et qui l'a dit. Cela devrait être normal, pas exceptionnel. Le fait que ce ne soit pas le cas en dit long sur ce qu'il faut corriger. » Les applaudissements qui ont suivi ont sonné comme un signe d'approbation. Victoria elle-même ne s'est jamais remariée. Elle fréquentait occasionnellement des personnes, mais elle a constaté que la plupart des gens qui s'intéressaient aux milliardaires s'intéressaient aux milliards, pas à la personne. Cela ne la dérangeait pas. Sa vie lui semblait bien remplie sans romance, remplie de travail important, de relations significatives, d'un but qui ne nécessitait pas l'approbation d'autrui. Elle a néanmoins créé une fondation, l'initiative Reyes-Chen pour la révision des condamnations injustifiées. Elle a financé des équipes juridiques, des réexamens médico-légaux de preuves et un soutien aux personnes innocentées qui tentaient de reconstruire leur vie après leur incarcération. Au cours de ses 2 premières années d'existence, la Fondation a contribué à annuler 17 condamnations, libérer 9 innocents et attirer l'attention sur les défaillances systémiques qui avaient enseveli la vérité sous la bureaucratie. Chaque personne libérée a reçu la même offre que Carlos, de l'aide pour reconstruire sa vie, sans condition, sans apparition publique requise. Juste du soutien, car le soutien devrait être un droit, pas une récompense pour une bonne image. Le 3e anniversaire de l'enterrement imminent de Victoria, elle et Carlos se sont retrouvés au cimetière. Non pas pour une cérémonie, juste pour un hommage privé. Ils se sont tenus devant la tombe qu'il avait presque contenue, devenue un simple carré vide recouvert d'herbe. « Je fais encore des cauchemars », a admis Victoria. À propos de l'obscurité. D'être consciente mais incapable de bouger. Parfois, je me réveille paniqué, persuadé d'être encore dans le cercueil. Moi aussi, a dit Carlos. D'autres cauchemars. À propos de la femme que je n'ai pas pu sauver avant toi. À propos d'être arrivé trop tard, de parler trop bas, de ne pas être cru. Il a regardé la tombe vide. Mais ensuite, je me suis souvenu qu'on m'avait cru. Tu m'as entendu. Tout le monde m'a entendu. Et c'était important. Victoria lui a touché le bras. C'était important parce que tu as parlé. C'est la partie que tu minimises sans cesse. Tu avais toutes les raisons de te taire. Tu étais prisonnier. Personne ne t'aurait reproché de faire profil bas, de purger ta peine, de rester invisible. Mais tu ne l'as pas fait. Toi non plus, rétorqua Carlos. Tu aurais pu te poser tranquillement, reprendre ta vie en main, aller de l'avant. Au lieu de ça, tu l'as fait entendre haut et fort.
Tu as fait en sorte que ça compte au-delà de toi. » Ils restèrent dans un silence confortable, deux personnes mortes de manière différente et qui avaient choisi de faire valoir leur résurrection. « Que penses-tu que Marcus fasse en ce moment ?» demanda Victoria. « Il planifie probablement sa prochaine tentative de libération conditionnelle. Il répète les mots justes. Il croit que s'il exprime ses remords de manière suffisamment convaincante, il pourra éviter de les ressentir. »« Tu le détestes ?» pensa Carlos. « Non. Je le plains. Il avait tout et il a tout gâché parce qu'il ne pouvait pas imaginer que tout ne suffise pas à son ego. Ce n'est pas mal. C'est juste triste. » Victoria sourit. « Quand es-tu devenu si sage ? » ?»« Je ne suis pas sage. J'ai juste passé beaucoup de temps sans rien. Alors j'ai appris ce qui compte vraiment. » Il se tourna vers elle. « Merci. De m'avoir cru. De t'être battu pour moi. D'avoir fait entendre ma voix alors qu'on m'avait dit le contraire pendant 3 ans. Merci de l'avoir utilisé alors qu'il aurait été plus facile de ne pas le faire. » Ils quittèrent le cimetière ensemble, se rendirent chez Shen Technologies, retournèrent travailler à la création de systèmes protégeant les personnes qui en avaient besoin, amplifiant les voix qui avaient besoin d'être amplifiées, prouvant que la meilleure vengeance contre ceux qui tentent d'enterrer la vérité est de vivre si fort que le silence devient impossible. 5 ans après les funérailles qui n'eurent jamais lieu, Victoria donna une conférence TED devenue virale. Elle a parlé du pouvoir, du silence, des systèmes qui protègent les privilégiés et enterrent les vulnérables. Elle a conclu par un défi. Tous ceux qui regardent cette conférence ont entendu une vérité qu'ils n'ont pas dite. Ils ont vu des problèmes qu'ils n'ont pas abordés. Ils ont vu des injustices se produire et ont préféré le réconfort au courage. Je ne vous juge pas. Je l'ai fait aussi. Mais je vous demande de vous rappeler une chose. La personne qui m'a sauvé la vie avait toutes les raisons de garder le silence. Il a quand même parlé. Non pas parce qu'il était extraordinaire, mais parce que le moment l'exigeait et qu'il refusait de le laisser passer. Elle marqua une pause, le temps de réfléchir. Le monde n'a pas besoin de plus de héros. Il a besoin de plus de personnes prêtes à être mal à l'aise. De parler quand le silence est plus sûr. De croire l'incroyable, car parfois, l'incroyable n'est que la vérité sous des apparences inattendues. La conférence a été visionnée 40 millions de fois en un mois. Elle a suscité des conversations, inspiré des changements, fait réfléchir les gens à leur propre moment de silence. Mais Carlos ne l'a regardé que des semaines plus tard, sur l'insistance de Sarah. Ils étaient assis ensemble sur leur canapé, la main de Victoria dans la sienne, tandis que la voix de Victoria emplissait leur petit appartement. Lorsque ce fut terminé, Sarah le regarda. « Tu as changé le monde. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Carlos secoua la tête. « J'ai empêché un enterrement. Victoria a changé le monde. »« Tu as empêché un enterrement, » corrigea Sarah, « et tu as prouvé qu'une seule personne qui dit la vérité peut tout changer. Ce n'est pas rien, Carlos. C'est tout. » Peut-être avait-elle raison. Peut-être que les répercussions de ce jour au cimetière s'étaient propagées plus loin qu'ils ne pouvaient le voir, touchant des vies qu'ils ne rencontreraient jamais, inspirant du courage à des personnes qui se sentaient impuissantes. Moment, mais si vous aurez le courage de parler quand il viendra. Ou peut-être était-ce plus simple que cela. Peut-être avait-il simplement vu quelque chose de mal et avait-il dit quelque chose, et peut-être que c'est tout ce que nous pouvons faire. 10 ans après l'enterrement imminent de Victoria, elle et Carlos furent invités à prendre la parole lors d'une conférence sur la réforme de la justice pénale. Ils partagèrent la scène, répondirent aux questions ensemble, racontèrent leur histoire en alternant les voix. Une jeune femme dans le public leva la main pendant la séance de questions-réponses. « As-tu parfois regretté d'avoir parlé ?» demanda-t-elle à Carlos. Sachant ce que ça t'a coûté, le transfert, les médicaments, le risque. Carlos répondit sans hésiter. « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir parlé. Le patient que j'ai perdu avant Victoria. C'est le prix que je paie. Parler, c'était la chose la moins chère que j'ai jamais faite, et ça m'a rapporté plus que je n'aurais pu l'imaginer. » Les applaudissements furent immédiats, soutenus. Mais Carlos ne regardait pas le public. Il regardait Victoria, qui hocha la tête, comprenant qu'il n'y avait pas besoin de mots. Ils avaient tous deux été enterrés par des personnes différentes pour des raisons différentes. Ils avaient tous deux arraché leur chemin à la lumière. Et ils avaient tous deux décidé que le meilleur usage de la résurrection était d'aider les autres à faire de même. Telle était l'histoire. Pas celle d'un héros qui sauve un milliardaire. Pas celle d'un prisonnier contre le système. Juste 2 personnes qui ont refusé de laisser le silence gagner, qui ont préféré la vérité au réconfort, qui ont prouvé que parfois la tombe n'est pas la fin, mais juste le début de quelque chose de plus important. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir aux vérités que vous n'avez pas dites ou aux voix auxquelles vous n'avez pas cru, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que chacun mérite d'être entendu,
chacun mérite d'être cru et chacun mérite d'avoir une chance de se relever de ce qui a tenté de l'enterrer. La question n'est pas de savoir si vous affronterez ce moment, mais si vous aurez le courage de parler quand il viendra.